Donc, déjà avant de commencer, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter mes travaux aujourd'hui, parce que moi donc, je suis en train de terminer ma thèse à l'UTC, je suis également à Terre, à Compiègne, et donc voilà, c'est toujours des moments un peu agréables quand on est dans la routine de l'écriture, de s'arrêter, de se dire allez, pendant 2-3 jours, je fais autre chose, je prépare une intervention, ça permet de faire un peu la synthèse de ces premiers résultats, donc voilà, c'est un moment assez agréable de préparer cette intervention, donc je voulais vous remercier. Donc, moi, ce qui m'intéresse d'une manière générale, c'est les controverses sociotechniques et leur rapport en fait avec la démocratie. C'est-à-dire, je m'intéresse aux situations d'incertitude dans lesquelles on doit prendre des décisions, mais sans être sûr de pouvoir choisir la bonne option, sans avoir toutes les cartes en main. Donc, d'un côté, ça peut être les grands projets, type Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est un cas que je suis particulièrement, parce que pour la petite histoire, mes parents habitent juste à côté. Je suis assez intéressé par ce cas-là. Ça peut être les nanotechnologies, bien sûr, les OGM, ou les déchets nucléaires. Et en fait, face à ce type d'incertitude socio-technique, donc à la fois dans le monde social et dans le monde scientifique, il y a une recherche de moyens pour légitimer les arbitrages et les décisions qu'on prend. Et un des moyens de légitimer ces décisions, c'est de faire appel à la participation du public. C'est lié aux théories de la délibération, je parlerai en détail là-dessus, mais l'idée c'est qu'on prend une décision de manière procédurale, à plusieurs, et la décision qu'on sort a une légitimité. Mais c'est un choix normatif, il faut bien avoir ça en tête. Il y a d'autres moyens de faire. On peut également passer par le Parlement. Il y a l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Enfin, il y a différentes manières de faire. Et moi, je m'intéresse au cas où on met en participation ces décisions. Et en fait, je m'intéresse à la manière dont la controverse elle évolue et elle se déploie en fonction de la nature des arènes dans laquelle elle est confrontée. Dans ma thèse, en fait, je travaille moi, sur un type particulier d'arène où le public a l'opportunité de venir discuter la définition des controverses dans des débats publics organisés par la CNDP, la Commission nationale du débat public. Donc, je ne vais pas pouvoir revenir en détail sur le charabia un peu conceptuel, mais les débats publics, CNDP, c'est le modèle, ce qu'on appelle dialogique de la démocratie, basé sur des procédures un peu de type forum hybride. Donc, pour être le plus simple possible, c'est en gros, c'est cet espace de discussion où on peut explorer les controverses en organisant la discussion à travers des procédures. Donc dans les forums hybrides, on permet à des experts de la thématique et à ce qu'on appelle des profanes, c'est-à-dire des citoyens entre guillemets lambda, de venir échanger pour mieux découvrir la question et faire un inventaire des arguments sur le sujet. On est dans une forme de ce que Michel Callon appelle la démocratie technique. Donc j'ai pas trop le temps d'expliquer en détail les termes, mais si vous voulez que je revienne sur ces concepts, on pourra le faire dans la discussion. Et moi en fait dans ma thèse, je regarde comment l'introduction d'outils numériques dans ces procédures offre, et est-ce que ça offre des ressources à la CNDP pour résister en fait, résister aux épreuves que lui imposent ces controverses. En fait, l'idée c'est de dire que ces sujets fortement conflictuels et fortement controversés, typiquement les déchets nucléaires, mettent à l'épreuve la procédure CNDP telle qu'elle est proposée actuellement et les méthodologies déployées. Et je regarde comment l'usage du numérique permet plus ou moins d'adapter, de venir servir de variable d'ajustement pour essayer que le débat n'explose pas, ou qu'il ne fuit pas, pour reprendre un terme un peu plus deleuzeien. Donc, moi, ce que je regarde, c'est qu'est-ce que ça change d'introduire le numérique sur la manière dont la controverse est traitée, sur le public qui participe. J'ai plusieurs cas d'études, donc ça va aussi bien des débats sur les incinérateurs de déchets ménagers, les éoliennes en mer, et donc CIGEO. Donc, la CNDP, ça a été créé avec la loi Barnier en 1995, c'est une autorité administrative indépendante depuis 2002, donc les autorités administratives indépendantes, vous en connaissez tous, hein, c'est la CNIL, le CSA. Et là, l'objectif de cette autorité indépendante, c'est d'organiser la participation du public sur les questions environnementales. Concrètement, sur le terrain, on envoie ce qu'on appelle des CPDP, Commission particulière du débat public. C'est une équipe qui est en charge d'aller sur le terrain organiser le débat. Et donc, le présupposé à la base de ces débats, c'est que ça marche pour traiter les controverses, pour les faire entrer en société, comme dit Callon. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça marche pour le nucléaire ? Parce
qu'il y a eu un certain nombre de débats hein, sur les questions liées au nucléaire, aux résultats assez contrastés. Donc finalement, moi ce que je me demande, c'est peut-on débattre de tout et avec tout le monde? Et je vais essayer d'étudier ça à travers le débat CIGEO, qui a connu un certain nombre de difficultés, hein, sur lesquelles je vais revenir. Donc je vais regarder comment est-ce que ce débat a été organisé, qu'est-ce qui s'est passé à Bure, et quels enseignements on peut en tirer sur la manière de mettre le nucléaire en débat. Et ce que je vais essayer de montrer, en fait, c'est que pour la CPDP, malgré les perturbations, en fait, le débat doit se tenir, parce que c'est la loi. C'est inscrit dans la loi que pour ce type de projet, on doit passer par le débat public. Donc du coup, elle a été obligée de fabriquer son public, sur mesure, en aménageant sa procédure. Et je vais regarder comment ça se traduit sur le terrain, cette stratégie. En fait, c'est la question de l'équipement de la démocratie. Je propose d'analyser les choix techniques, les choix d'équipement effectués par la CPDP pour voir comment ça a influencé la manière dont le public s'est constitué. Je m'appuie en fait sur une hypothèse générale, c'est qu'en fonction des formats de communication proposés, c'est pas les mêmes publics, c'est pas tout à fait les mêmes publics qui viennent participer. Les choix d'équipement ont une dimension stratégique. En gros, ça revient à dire qu'en réunion, on aura plutôt un public de riverains qui va se déplacer, alors qu'avec un site web, on va pouvoir toucher un public plus éloigné. Donc du coup, les concepteurs ont une marge de manœuvre pour influer sur le type de public qui vient débattre en fonction des actions de communication qu'ils autorisent. Donc les choix techniques traduisent des ambitions politiques, traduisent des intentions. Et pour travailler cette hypothèse générale, je propose une analyse du design du dispositif mis en place. Donc le design compris au sens du processus d'agencement des ressources socio-techniques qui rendent possible l'expression des citoyens. Et cette approche s'appuie sur la conceptualisation SIC du dispositif de médiation que j'ai moi retravaillé au sein de notre équipe au laboratoire COSTEC en reprenant l'approche Foucault et Deleuze du dispositif qu'on a essayé d'opérationnaliser pour analyser les sites web participatifs. Je n'aurai pas le temps de revenir en détail, on pourra en discuter tout à l'heure. Et donc, mettre l'accent sur le design des dispositifs, ça me permet de rendre visible la figure du public attendu par la CPDP sur son site. En gros, je me suis inspiré là, de la figure du lecteur attendu chez Umberto Eco. Et donc du coup, l'idée c'est de concevoir le débat comme une forme de médiation. Organiser un débat public, c'est une forme de mise en relation entre un objet technoscientifique et ses publics. Et ça consiste à le rendre accessible sous une forme discutable, grâce à la construction d'une médiation par la CNDP. On ne parle pas de l'objet en fait d'une manière globale, on ne parle pas du nucléaire, mais on l'aborde sous un angle. On peut en parler sous la forme d'un EPR, comme il y a eu le débat à Flamanville. ITER, c'est sur un programme de recherche sur la fusion nucléaire. Voilà, on problématise quelque part. Donc quand je parle d'objets technoscientifiques, c'est dans une approche proche des STS, où c'est proche de ce qu'ils appellent les issues. C'est des construits normatifs, des assemblages d'éléments hétérogènes, humains, non humains. En gros, la tour utilise ça pour montrer le passage de matter of fact, des faits scientifiques, au matter of concern, la part discutable des construits scientifiques. Et moi, je regarde comment cet objet est mis en procédure, comment il se retrouve problématisé, au sens de Foucault, comme il a montré avec les prisons en surveiller et punir, pour vraiment rendre visible ce qui pose problème. Et je regarde comment ça permet d'expliciter le concernement des publics, le lien qui les relie à l'objet, comme dirait John Dewey. Et donc du coup, cette problématisation va légitimer l'implication de certains segments du public. Et en mettant en forme, donc, du coup, le concernement. Et ce processus, ça contribue à sélectionner et à hiérarchiser les publics susceptibles de s'impliquer. Si on prend en fait l'exemple des déchets nucléaires, il y a eu en 2005 un premier débat sur les modalités de stockage. Et bien en fait, c'est une forme de problématisation des déchets, et ça n'a pas été du tout la même en 2013, où on a rendu problématique uniquement les modalités du projet d'enfouissement. On a restreint tout d'un coup la problématisation. Et les conséquences sur les publics légitimés sont importantes, car dans le second cas, les publics qui voulaient à nouveau discuter des modalités de stockage et remettre en cause l'enfouissement, n'ont pas vu le lien qui les relie à l'objet légitimé. Et donc du coup, ce n'était pas inscrit dans le cadrage du débat, ce qui les invitait à faire exploser le cadrage. Et pour traiter ça,
J'utilise la longue tradition d'études des médiations et de leur richesse en SIC, notamment donc, l'intérêt de concept de dispositif. Et moi, j'ai choisi 3 dimensions principales des médiations. Pour moi, elles sont à la fois institutionnelles, travail de la CNDP, technique, donc la matérialité des dispositifs, et symbolique, la dimension l'analyse des interactions qui se développent. Et l'idée, c'est donc que cette mise en procédure, cette privatisation, je l'analyse à travers deux variables, le cadrage et le design. Donc l'idée, c'est, en fait, pour mettre en procédure, on cadre l'objet. On en propose une définition qu'on met en discussion, et les gens font évoluer cette définition grâce au design proposé, grâce au format d'expression proposé pour participer à la discussion. Mon idée, c'est de dire que selon comment on permet de participer, on n'ouvre pas les mêmes opportunités. Donc, quand je parle de design, l'idée, c'est de ne pas se limiter à l'analyse des interfaces et de leurs contraintes, comme c'est pas simplement un architecte, mais l'idée, c'est d'inclure une compréhension fine du projet politique derrière les choix techniques qui ont abouti à la mise en place du dispositif. Et cette définition élargie, elle me permet de comprendre comment, en autorisant en fait certaines formes de communication plus que d'autres, la technique rend tangible un modèle de participation particulier, en venant contraindre les pratiques des internautes. Il s'agit de capter donc les intentions des concepteurs et d'observer la mise en technologie d'un projet politique. Autrement dit, c'est le processus de traduction des stratégies des concepteurs dans un artefact technique. La tour est par lui de programme d'action pour décrire ces projections sociales dans des domaines. Et ce qui permet d'identifier les attendus, ce que souhaitent faire les concepteurs. Donc l'idée, c'est de dire que le potentiel démocratique des technologies, il n'est pas dû aux technologies en elles-mêmes, mais à la manière dont elles sont designées. C'est-à-dire que quand on construit un site participatif, on construit un modèle de participation. Un site web, c'est un objet technique, donc il y a des modèles d'usage qui en découlent. C'est un peu comme un marteau et un clou. Au bout de quelques essais, vous allez vite trouver qu'il y a un manche et que ça peut être plus pratique. Et bien un site web, c'est la même chose. Une application numérique, elle implique une manière de s'en servir. Ça ne veut pas dire que la technologie est déterminée l'usage. Les usagers, ils sont créatifs, ils peuvent déborder, détourner le dispositif, en faire autre chose, mais c'est en capacitant, finalement. C'est-à-dire qu'en suivant les dispositifs mis en place, on va favoriser différentes dynamiques. On va rendre opérationnels différents modèles de participation qui sont ou non respectés par la suite. Et c'est en ça que les technologies sont politiques. Et donc, cette analyse de design, je la propose, moi, sur le site de la CPDP, CIGEO. Alors, CIGEO, c'est un projet d'enfouissement de stockage des déchets radioactifs. Donc, CIGEO pour Centre industriel de stockage géologique. Donc, l'idée de CIGEO, c'est d'enfouir les déchets nucléaires à haute activité à vie longue, donc on parle de plus de 100 000 ans, produits par l'ensemble des installations nucléaires françaises jusqu'à leur démantèlement. C'est porté par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, et la zone proposée par l'ANDRA pour l'implantation du futur centre, c'est situé dans l'est de la France, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, à Bure, une petite commune qui depuis 2000 accueille à 480 mètres de profondeur un labo et un prototype de centre de stockage. Et le but, c'est de développer ce prototype en un centre définitif. Donc l'idée, c'est de confiner pendant 100 000 ans, dans des galeries et des alvéoles, les déchets les plus dangereux produits en France. Donc ils ont choisi le site parce qu'il y a une couche de 120 mètres d'argile qui est là depuis 155 millions d'années et qui est connue pour être a priori imperméable. Donc le contexte a été assez difficile. Oula. Je ne sais pas comment revenir en arrière. C'est bon. Non, ça fait des bêtises, tant pis. Donc du coup, le contexte est assez difficile. Il y a eu beaucoup de controverses sur le financement, la réversibilité du processus, l'imperméabilité et la volumétrie. En gros, il y a eu le débat sur la transition énergétique. Vous vous doutez bien que si on arrête le nucléaire, il va y avoir beaucoup plus de déchets d'un coup que si on continue juste à produire comme on fait actuellement. Donc voilà, ces questions n'étaient pas tranchées en amont, donc ça a tendu un peu le débat. Donc la commission particulière a été emmenée par Claude Bernet, et elle a dû faire face à un débat très mouvementé. Il y a eu un appel au boycott. Donc l'idée c'était de boycotter parce que le débat fait partie intégrante de l'acte de domination que les colons de Polytechnique exercent sur le peuple français pour imposer leur volonté dans le consensus et leur démocratie. Donc du coup, les associations réunies en un collectif ont d'abord boycotté, puis empêché les réunions, qui n'ont pas pu se tenir, puisqu'ils estimaient que le débat était joué d'avance et instrumentalisé par les pouvoirs publics. Donc, on a eu
des gens qui sont venus empêcher les collectifs de faire public, en empêchant avec des sifflets et autres, en bloquant les abords de la salle, avec toutes sortes de manifestations plus ou moins joyeuses. Ça restait relativement bon enfant, hein, c'était pas non plus la guerre civile. Et on retrouvait un peu les mots d'ordre qu'on retrouve sur différentes contestations de grands projets, hein, c'est les mêmes organisations qu'Anne-Deslandes ou autres. Et du coup, il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette défiance, et particulièrement celle du précédent débat de 2005. Parce qu'en fait, en 2005, le débat sur comment on gère les déchets, les modalités de stockage, s'est terminé sur il est urgent d'attendre. Il faut que la science avance. En 2006, les parlementaires se saisissent du dossier et décident d'enfouir. Et on revient en 2013 avec un nouveau débat en disant bah maintenant on va voir comment est-ce qu'ici on enfouit. Donc les gens qui ont investi du temps et de l'énergie, les associatifs on sait tous qu'ils n'ont pas un temps infini non plus, hein, se sont sentis trompés et ont eu l'impression d'être pris dans ce que Laurent Mermet appelle un débat d'élevage. J'aime bien cette expression, je trouve que c'est assez drôle. Et donc du coup, pour faire face à ça, la CPDP, il faut que le débat se tienne pour elle, c'est la loi, hein, pour tout projet de plus de 300 millions d'euros. Et finalement, le seul truc, c'est que sa forme matérielle n'est pas précisée. Et pour assurer son obligation légale, la CNDP a décidé, alors c'est leur terme, une réorientation du débat, c'est-à-dire tout passer en ligne. Donc elle a monté un forum citoyen sur lequel je vais revenir, des débats contradictoires, c'est-à-dire en studio, il y a des experts qui échangeaient, puis vous pouviez envoyer en tant que citoyen des questions par SMS qui étaient introduites par le modérateur. Donc on perd un peu du charme de la réunion publique. Hein. Et ils ont organisé une conférence de citoyens qui a rendu un avis en février dernier. Et la question c'est, est-ce que ces aménagements sont suffisants pour dire que le débat a eu lieu, que le public a été consulté? Les avis divergent. Les opposants continuent à hurler au déni de démocratie, mais de son côté, la CPDP elle va tenter de défendre l'idée que le débat s'est bien tenu, qu'il y a eu un public, et que les arguments de différentes parties prenantes ont pu être confrontés. Quelle stratégie elle a mis en place pour réussir ça? Pour montrer sa réussite légale. Moi, je fais l'hypothèse que ça a consisté à fabriquer un public, ce que j'appelle à tout prix, et que cette volonté, elle a été traduite dans le dispositif. Concrètement, sur le terrain, on a beaucoup reproché à Vernet d'avoir eu une approche du débat public comme si c'était une ligne de chemin de fer, en gros. L'approche traditionnelle, je vais voir les acteurs, je consulte, je repère qui veut parler, j'organise des réunions publiques et les gens sont suffisamment républicains pour me laisser organiser mon petit débat. Or, ça a été un peu plus compliqué. Là, les gens avaient un fort, ce que j'appelle concernement axiologique. Ils étaient intéressés par débattre aussi des valeurs liées à la thématique, et pas uniquement de la taille des alvéoles et comment on stocke les déchets. Et donc, une partie importante des publics mobilisés souhaitait échanger sur le principe même de l'enfouissement et les enjeux qui lui étaient associés, notamment l'éthique. Et la problématisation qu'il a proposée, lui, uniquement centrée sur CIGEO, c'est pas parvenu à activer un public. Et ça l'a poussé vers les arènes plus oppositionnelles. Donc, après le report, la CPDP, elle a été obligée de montrer que le débat en ligne a été au moins aussi large qu'elle aurait été dans les réunions publiques si elles avaient eu lieu. Internet a été mobilisé comme une rustine nécessaire pour compenser, j'aime beaucoup cette expression, les fuites des dispositifs, hein, comme dirait Deleuze. C'est une stratégie qui est visible dès la page d'accueil. Vous voyez le petit logo jaune, participer au forum citoyen, ça a été rajouté sur le site. C'est vraiment le concept de la rustine, pour essayer d'empêcher les fuites. Donc moi, pour aller plus loin dans l'analyse du design, je terminerai là-dessus, j'ai proposé dans mes travaux 5 critères pour analyser le design. Il y a d'abord analyser les ressources techniques. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour participer? Donc là, je ne peux pas revenir dessus, mais il y a toute la boîte à outils traditionnelle des CPDP qui est mise en place, et on a rajouté le forum citoyen, les débats contradictoires. Il y a une volonté d'élargir un maximum les outils de participation. Deuxième critère, quelles interactions on organise et comment on gère et on fait vivre les flux de communication. Là, en fait, le forum il est conçu autour d'une série de 9 thèmes. À l'intérieur de chacun d'eux, en fait, les citoyens peuvent poster des messages qui peuvent ensuite être commentés. Donc il y a une double possibilité d'interaction. Du coup, ils peuvent répondre directement aux messages, mais on voit aussi que les messages se répondent. De quel côté situe la démence, et on voit plus bas, démence meurtrière. Vous voyez, les messages, ils se répondent. Et du coup, comme l'idée aussi, c'est... Par contre, excusez-moi, je ne peux pas revenir en arrière. Oui, il est loin. Merci. Ah bah oui, j'aurais dû le faire tout à l'heure.
Et bon. Voilà. Et donc du coup, j'en étais où? Voilà. Le troisième critère, c'est comment on organise les contenus et on met en avant certains contenus. Ben là, on voit qu'il y a une organisation qui fait qu'on passe directement des thématiques. En deux clics, vous vous retrouvez à participer. On a essayé de réduire les parcours de navigation au maximum pour susciter de la participation, pour montrer que les gens s'investissent. Et quand on analyse ces thèmes, d'ailleurs, on voit que le cadrage aussi a été réorienté. Maintenant, on discute l'opportunité, les alternatives. On n'est déjà plus trop dans la discussion du projet. Il y a une ouverture un peu plus thématique générale. La réversibilité, les risques. On est autant sur CIGEO que sur la thématique générale. Donc, ensuite, quand on regarde à l'intérieur des thèmes, les propositions elles sont classées de ce qu'on appelle de manière antéchronologique, c'est-à-dire à s'empiler, comme sur un blog. Les plus récents occupent le haut de la page. Et en fait, les participants peuvent voter pour chacune des propositions. On vient marquer leur approbation des propos tenus. Ça, c'est une nouveauté. D'habitude, la CNDP ne le fait jamais. Pourquoi? Parce que normalement, dans les principes du débat public, tous les arguments se valent. Donc, il n'y a pas à avoir l'approbation de chacun. Mais là, la stratégie, c'est de laisser une trace du public qui est venu juste regarder, montrer que le site a eu du trafic, montrer qu'il y a eu du passage, qu'il y a eu du public. Et on voit aussi qu'il y a une possibilité de filtrer le contenu par date et par thème. Et en fait, ce système de filtrage, si on le classe par thème, ça a un effet, c'est que ça casse complètement l'organisation du dialogue. Conclusion, on voit que la CPDP valorise l'information brute. Ce qui compte, c'est qu'il y ait beaucoup de propositions. Mais finalement, on tient assez peu compte de l'organisation dialogique de la contribution. On remarque également, c'est mon critère 4, au niveau de l'identification. Parce que d'habitude, c'est une grande question dans les débats publics, de parler en son nom. On n'utilise pas de pseudonyme dans les débats publics. C'est transparent, vous êtes censé dire qui vous êtes. Or, là, exceptionnellement, la CNDP a autorisé l'usage de pseudonymes. Daniel 52, Pierrot 89. Alors vraiment, on peut parler en son vrai nom. Pourquoi? Pour essayer vraiment d'assouplir un maximum, encore une fois, les normes de communication, afin d'inclure un public le plus varié possible. Mon critère 5, c'est les capacités d'intervention des concepteurs. Alors d'habitude, les forums de la CPDP, les CPDP sont modérés ce qu'on appelle a priori. C'est-à-dire que vous publiez un billet, vous envoyez le billet, et le modérateur lit, si ça correspond aux règles du débat public, c'est ensuite publié sur le site. Hein, donc il y a un gros tri. Pour autant, ici, la parole est assez libre. On voit Daniel 52, là en bas du slide, qui dit « Terre, les hommes sont tous devenus fous ». Ça, a priori, ça ne rentre pas dans les règles classiques de la proposition argumentée habermasienne, qui normalement est censée régir les débats CNDP. Donc, on voit qu'il y a eu un assouplissement très fort des normes pour valoriser. On n'a pas acheté grand-chose. On garde tout pour montrer que les gens sont venus participer, qu'ils sont venus faire public sur le site. On a essayé de créer un contexte propice à l'échange, dégager des tensions. D'ailleurs, on voit, ils n'ont même pas respecté le code couleur. Là, on est passé en blanc, alors que la page d'accueil, on est sur un ton jaune-orange. On a essayé d'assouplir, je vais conclure, on a essayé d'assouplir un maximum la représentation de l'autorité, de rendre le débat le plus neutre, l'espace de débat le plus neutre possible. Donc, tout ça, pour moi, montre qu'on a essayé de mettre en place un public à tout prix et de réorienter le débat en réajustant le cadrage afin de lui donner une chance d'avoir lieu. Et on a essayé de faire cohabiter, du coup, par cette réorientation, le public du débat avec ce premier public frustré qui avait, lui, contribué à empêcher la tenue de ce nouveau débat. Comme si, du coup, la forme de l'expression et sa portée normative passaient en fait au second plan. L'important, là, c'était juste d'empiler des contributions et que finalement, l'important pour la CPDP, c'était bien de faire participer le public. Voilà, je vous remercie.